va parler de structure électronique des solides aujourd'hui. Et évidemment, vous m'arrêtez quand vous voulez, quand vous avez des questions. Vous essayez de parler fort si vous voulez que ça enregistre. Je répéterai vos questions à chaque fois pour que le cours puisse être enregistré dans les bonnes conditions. Et donc, en fait, on va faire une partie formelle au départ, basée sur la théorie des groupes, parce que vous connaissez la théorie des groupes au niveau moléculaire. Et donc, je vais vous montrer comment on calcule, comment on dessine à la main une structure de bande d'un solide. Donc, le début va vous paraître un petit peu obscur, mais je vous assure que d'ici une heure, vous allez commencer à voir où on veut en venir, mais je suis obligée de passer par les équations formelles si vous voulez comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et donc on va essentiellement parler des propriétés de transport des solides, d'accord ? Pourquoi est-ce qu'on est métallique, isolant, semi-conducteur, etc. Et donc on va le faire en construisant les structures de bande et en analysant les structures de bande. Et vous verrez à la fin du cours, si on a le temps, on fera des exemples très réels, donc avec des oxydes de métaux de transition par exemple, ou des chalcogénures de métaux de transition, donc des systèmes réels qui sont étudiés aujourd'hui en recherche. Et juste pour vous montrer que dès que vous avez compris la première partie du cours, c'est-à-dire comment est-ce qu'on construit une structure de bande pour HN, vous avez tout compris. D'accord ? Donc même si c'est obscur au début, laissez-moi juste une chance, une heure, et vous verrez que ça commencera à devenir limpide. Donc on va regarder, on va parler au départ de la théorie de blocs avec les conditions de Born et von Karman. On va regarder ce que sont les orbitales de blocs, qui sont l'équivalent des orbitales de symétrie adaptées à la molécule, quand vous faites un diagramme d'orbital moléculaire. Et puis on parlera de quelque chose qui est nouveau pour vous sûrement, si vous n'avez pas fait de solide, qui s'appelle la zone de Brillouin. Et puis je donnerai quelques exemples en appliquant à des systèmes très simples. Puis on va complexifier un peu le problème en passant des systèmes unidimensionnels aux systèmes bidimensionnels, tridimensionnels, etc. Donc, on fera ensuite toute l'analyse sûrement vendredi. Voilà, donc je commence par une vision très qualitative de la structure électronique d'un solide. Donc ici, j'ai pris le cas d'un système unidimensionnel, la chaîne HN, et c'est juste pour vous faire sentir qualitativement ce qu'on appelle une bande d'énergie. Okay ? Donc vous partez, quand vous avez un cristal unidimensionnel, vous avez ici un cristal qui est, il faut que j'appuie sur ce petit machin-là, vous avez donc un cristal ici qui est périodique, d'accord ? Donc vous répétez, selon un vecteur de translation, l'atome H dans la direction A, et vous le répétez de manière infinie. Donc quand vous partez de la cellule unitaire, vous partez de l'hydrogène qui a un électron et qui porte une orbitale 1s. Vous formez d'abord H2, donc vous savez que vous allez créer une orbitale liante, ici en bas, qui est occupée par 2 électrons, et une orbitale antiliante, qui elle va être vacante. Okay ? Et puis quand vous passez à H3, vous avez 3 orbitales, H4, 4, etc. etc. Donc vous savez qu'à chaque fois que vous augmentez la longueur de la chaîne, vous allez avoir autant de niveaux que d'orbitales dans la maille de départ. Et vous savez construire ces orbitales et les dessiner, puisque vous avez juste à ajouter un plan nodal de plus quand vous montez en énergie d'une orbitale à une autre. Okay ? Donc ici, vous avez 0 plan nodal, ici, vous avez 1 plan nodal. Si on dessine l'orbitale intermédiaire pour H3, vous savez que c'est un S sur les 2 hydrogène aux extrémités, pas d'orbital 1s parce qu'il n'y a pas d'orbital 1s adapté à la symétrie, et cette orbitale elle est antiliante. Vous avez plus et moins sur H1 et H3, et H2 n'a rien. Okay ? Et donc vous avez un plan nodal. Puis ensuite, quand vous montez ici sur celle-ci, vous avez les 2 plans nodaux, ici et là. Okay ? Donc c'est comme ça qu'on construit les orbitales moléculaires, et vous voyez qu'à chaque fois que vous augmentez la taille de la chaîne, vous diminuez l'écart d'énergie entre 2 orbitales successives. Donc si vous allez à l'infini pour la chaîne infinie, vous allez avoir un continuum de niveaux d'énergie, d'accord ? Et ça, c'est ce qu'on appelle la bande d'énergie. Les orbitales les plus basses sont évidemment les orbitales les plus liantes, les orbitales les plus hautes, les orbitales les plus antiliantes. Et vous allez avoir ici un critère très important qui s'appelle la largeur de la bande. Et cette quantité-là, elle est très importante. Elle est évidemment directement proportionnelle au recouvrement HH, puisque vous voyez que chaque hydrogène est entouré de 2 hydrogènes. Okay ? Donc c'est vraiment le recouvrement qui va vous donner la différence d'énergie entre l'orbitale la plus liante et l'orbitale la plus antiliante. Okay ?
Donc ça, c'est pour vous faire comprendre un petit peu ce que c'est qu'une structure une bande, ce qu'on appelle une bande. Et là, on va rentrer un petit peu dans le formel et on va faire cette structure de bande d'un point de vue mathématique ou physique en utilisant la théorie des groupes que vous connaissez. Donc, le système linéaire, c'est un système, du coup, vous avez ici la maille de référence M0, et cette maille, elle se répète selon un vecteur de translation, selon la direction A, d'accord? Donc, elle se répète à l'infini. Et vous voyez bien qu'on peut toujours définir n'importe quel orbital ou n'importe quelle cellule, ici M indice petit m, par rapport à la translation de m fois la maille unitaire M0, d'accord? Donc ça, c'est la symétrie de translation. Mais vous voyez que vous avez des problèmes de bord, puisque une chaîne infinie, aussi grande soit-elle, il y aura toujours une dernière maille qui ne sera pas entourée de deux mailles et une première qui ne le sera pas non plus. Donc on va avoir des problèmes de conditions de bord, et mathématiquement, ça va poser plusieurs problèmes qu'on va essayer de résoudre en utilisant ce qu'on appelle les conditions de Born et von Karman, qui sont deux physiciens, qui ont décidé que finalement, on allait passer du système linéaire au système cyclique pour résoudre les équations et obtenir les orbitales pour le solide. Donc on considère que la chaîne, c'est très important dans les conditions de Born et von Karman, on considère que la chaîne, elle est tellement infinie que n est immense, et donc ça veut dire que si on passe du système de translation au système des rotations, ici, en fermant la chaîne, eh bien on va se retrouver avec, ici, la distance entre la maille M0 et la maille M1, qui serait non plus un arc de cercle, mais un segment de droite. Tellement n est infini, on peut assimiler cet arc de cercle ici à un segment de droite. D'accord ? C'est ça qui fait que les conditions de Born et von Karman sont valides. Donc vous voyez ici qu'au lieu de repérer la maille M indice M par rapport à une translation d'un vecteur M fois A, on va la repérer par rapport à une rotation d'un angle phi m qui va être ici défini comme 2π sur n fois m. OK ? Alors on va aussi utiliser une propriété de symétrie intéressante, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller de 0 à n, je vais définir n' qui va être égal à n sur 2, de sorte que mon cycle ici va aller de 0 à n', et ensuite de moins n' moins 1 jusqu'à 0. Ok ? C'est simplement, vous allez voir, pour des raisons très commodes d'utilisation de la symétrie pour simplifier un peu le problème. Donc ici, vous voyez que sur le système cyclique, on n'a plus ces problèmes de conditions de bord un peu compliquées qu'on avait dans la symétrie de translation. Alors, quand vous utilisez au niveau moléculaire, quand vous faites au niveau moléculaire un diagramme d'orbital moléculaire, vous utilisez la théorie des groupes et vous allez chercher la table de caractères qui correspond au groupe de symétrie que vous êtes en train d'étudier pour la molécule. Donc, si on prend par exemple le système, la molécule CH4, vous allez en général, donc elle est tétraédrique, vous allez dans le groupe TD. Et puis, vous allez construire la représentation réductible de H4 et la représentation des orbitales du carbone. Okay ? Et puis, toutes ces représentations, la réductible et l'irréductible, vont être réduites en représentation irréductible. Et à partir de là, vous serez capable de construire les orbitales moléculaires adaptées à la symétrie que vous êtes en train de regarder. D'accord ? Donc, si ici, typiquement, pour vous donner un exemple, je construis la représentation réductible de H4, vous m'arrêtez si vous n'avez pas l'habitude de faire ce genre de choses, vous allez obtenir une représentation réductible dans laquelle les 4 hydrogènes sont conservés via l'identité, ici. Vous n'avez qu'un seul hydrogène qui est conservé pour la symétrie d'ordre 3, donc ici, la symétrie d'ordre 3, l'axe de rotation, il est là. Bon, il y en a un par liaison CH. Ok, donc vous n'en conservez qu'un. Et puis ensuite, les axes C2, les rotations impropres S4 conduisent à une trace de la matrice des rotations qui est complètement nulle. Et enfin, par les opérations les plans de symétrie sigma D, vous allez avoir 2 hydrogènes qui vont être conservés.
Donc ensuite, vous allez réduire, et c'est ça ce que je montre ici, vous allez réduire la représentation réductible en somme de représentations irréductibles pour construire les orbitales de H4. Et là, vous voyez que seule la symétrie A1 et la symétrie T2 correspondent à la réduction de la représentation réductible H4. D'accord? Et c'est comme ça que vous allez mélanger avec vos orbitales du carbone. Là, ici, on va faire exactement pareil, mais on va se retrouver dans un réseau, dans une table de caractères légèrement plus complexe que celle que vous avez l'habitude de voir pour les molécules. Bon, ça a l'air complexe, mais vous allez voir que c'est très simple. Donc, au lieu d'avoir des caractères qui vont être des caractères entiers, 0, 1, moins 1, 2, moins 2, etc., vous allez avoir des caractères complexes. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un groupe de symétrie C infini n, donc un groupe de rotation. Et donc, vous allez avoir ces exponentielles qui vont apparaître ici. Ici, le petit l, c'est important parce que vous allez voir que pendant ce cours, on va avoir énormément d'indices. Et les indices courent malheureusement toujours entre 0 et n, donc c'est un peu compliqué de les distinguer les uns par rapport aux autres. Mais ici, c'est facile. L vous repère la symétrie. Donc, à chaque L, une autre représentation irréductible de symétrie. Et puis ici, vous avez évidemment n qui va être la longueur de votre maille. Enfin, du cristal, pardon, pas de votre chaîne cyclique. Donc vous voyez que finalement, quand on va prendre la représentation réductible, qu'on va construire la représentation réductible des orbitales de mon unité cellulaire, donc souvenez-vous, Hn, il y avait l'orbital 1s. Donc si je construis la représentation réductible des orbitales 1s, vous voyez qu'à part, pour l'identité, on a 0 partout. Ce qui est plutôt assez simple par rapport au cas moléculaire. Donc on croit toujours que le solide, c'est extrêmement compliqué, mais finalement, ici, c'est très simple, parce que en théorie des groupes, les caractères des différentes opérations de symétrie du groupe, pour la représentation réductible gamma 1s du cycle Hn, vont toutes être négatives. Vont tous être négatifs, pardon. Et ça, vous le voyez très facilement si je reviens ici à cette image, puisque n'importe quelle rotation de n'importe quel angle va vous transformer systématiquement toutes les cellules en une autre. Donc à part pour l'identité, rien n'est conservé. Donc ça vous permet de directement voir que la réduction de la représentation réductible en représentation irréductible va simplement être la somme de toutes les représentations irréductibles. Quel que soit le solide que vous allez considérer, ça c'est la symétrie de translation qui, par théorie des groupes, vous donne ça. Quoi qu'il arrive, vous transformerez systématiquement n'importe quelle cellule en une autre. Donc la symétrie de translation n'apporte aucune difficulté par rapport au cas moléculaire. OK ? Donc une fois que vous avez réduit la représentation réductible, vous passez à la méthode des projecteurs pour pouvoir construire vos orbitales de symétrie. Ce ne sont pas forcément les orbitales moléculaires, puisque en molécule, vous savez que si vous voulez faire ces H4, vous faites les orbitales de symétrie de H4, puis les orbitales de symétrie du carbone, et ensuite vous mélangez entre elles les orbitales de symétrie qui sont associées à la même étiquette de symétrie, et vous obtenez les orbitales moléculaires. Donc ici, vous allez mélanger, vous allez construire vos orbitales de symétrie qu'on appelle des orbitales de bloc. Et ces orbitales de bloc, elles vont évidemment dépendre de l'étiquette de symétrie gamma L dans laquelle vous vous trouvez, et puis évidemment de l'orbitale de la maille que vous regardez. Et donc ici, le petit 0 est là pour dire que je suis parti de la maille de référence M0 dans mon cristal. Et donc quand je vais construire ces orbitales de bloc, mathématiquement, mais vous allez voir que puisque elles sont construites sur la base des caractères de la table de symétrie, vous allez avoir des exponentielles qui vont arriver, évidemment. Et finalement, vous allez avoir une orbitale de bloc qui va évidemment dépendre de la taille de la chaîne, puisque le facteur de renormalisation ici va être dépendant de ce petit n, donc de la taille de la chaîne. Et puis, vous allez avoir une exponentielle, et enfin l'opération CNM. Donc, vous connaissez cette écriture CNM, vous faites donc la rotation C2-3 ou C2 ou C3-2 ou C3, vous connaissez. Donc vous faites une rotation CNM appliquée à l'orbitale de la maille 0, et évidemment toute cette partie-là, vous pouvez la réécrire en phi JM, puisque ici vous avez simplement transformé
l'orbital phi de la maille M0 par une opération de symétrie de rotation CNM pour avoir la phi M. Okay, donc finalement, une expression qui a l'air complexe mais qui est finalement relativement simple. Et finalement, vous pouvez aussi retrouver cette expression en revenant sur le groupe de translation, puisque si vous considérez qu'une rotation CNM correspond à une translation TM fois A, eh bien vous avez ici RM, qui est la position de la cellule M dans la chaîne linéaire cette fois, qui est retrouvée ici. Okay, donc quand on arrive ici à l'expression de ces orbitales de symétrie, on s'aperçoit qu'on peut tout à fait prendre toute cette partie-là, le 2πL sur Na, et l'appeler K, et on obtient une exponentielle de IKR. Donc à quoi ça vous fait penser une exponentielle de IKR? Physiquement, j'imagine que vous avez travaillé sur le puits de potentiel infini en mécanique quantique, vous avez obtenu des solutions pour le puits de potentiel infini qui sont des exponentielles de IKR, qui sont ce qu'on appelle des ondes planes. D'accord? Et ça, c'est vraiment des... Les ondes planes sont là pour vous représenter la trajectoire des électrons dans un solide, dans une molécule, et éventuellement dans un solide soumis à des conditions périodiques. Okay? Et donc cette exponentielle IKR, elle a clairement une signification physique, puisque K, le vecteur d'onde K, vous vous souvenez sûrement que ce n'est pas autre chose pour l'énergie cinétique. Je pense que je vais... Voilà. Donc le vecteur K, ici, vous savez que le vecteur quantité de mouvement, c'est H bar K. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose en lien avec l'énergie cinétique des électrons, okay, puisque ça c'est le vecteur, enfin P c'est le vecteur quantité de mouvement des électrons. Donc en fait, cette orbitale de bloc, elle va simplement vous donner une correspondance entre un espace direct, qui est l'espace des coordonnées, et un espace réciproque, qui est l'espace des vecteurs d'onde, et qui est l'espace des quantités de mouvement des électrons. Et donc on sent très bien que dans un solide périodique, tridimensionnel, par rapport à une molécule, on a vraiment cette idée de périodicité qui fait que les électrons, on va pouvoir les observer dans la direction A, dans la direction B, dans la direction C de votre cristal, et voir un petit peu si les propriétés du cristal sont anisotropes ou parfaitement isotropes. Alors que dans une molécule, la longueur de délocalisation des électrons, c'est pas autre chose que la liaison, donc c'est pas très longue portée, et donc on ne parle pas ici de longueur de délocalisation dans une molécule, mais on va parler de covalence de la liaison. Les électrons sont partagés entre deux atomes quand les liaisons sont très covalentes, ou ils sont localisés sur un des deux atomes quand les liaisons sont très ioniques. Donc ici, cette expression-là, elle va nous permettre de rendre compte de l'anisotropie ou de l'isotropie des propriétés électroniques des matériaux. Et donc finalement, ce vecteur K ici, il est quantifié évidemment, puisque vous voyez qu'il s'écrit 2π sur Na fois L, donc forcément chaque vecteur K étant associé à une valeur de L, mais chaque vecteur K va représenter une symétrie de votre système. Et puis, vous avez évidemment la longueur du vecteur de translation A, qui va aussi jouer. Et donc K va être compris finalement, si je remplace les valeurs de L de 0 à n ou de 0 à n', puis de moins n' plus 1 à 0, ben je vais me retrouver avec un vecteur K qui va être quantifié dans l'espace des impulsions, et qui va être quantifié, qui ne pourra prendre que ces valeurs-là, 0, plus ou moins de π sur Na, etc. Et en gros, vous pouvez écrire vos vecteurs K qui appartient à l'espace moins π sur A, π sur A. Et certains disent qu'il appartient au vecteur, à l'intervalle 0 de π sur A, selon que vous ayez ou non utilisé la symétrie dont je parlais au départ. Okay, donc évidemment, entre moins π sur A et π sur A,
seul moins pi sur A ou pi sur A est compris, puisque c'est encore une fois un solide périodique, donc le vecteur de translation vous dit qu'évidemment vous retombez sur la même maille à moins pi sur A et pi sur A, donc vous n'incluez pas les deux dans les valeurs que peuvent prendre le vecteur K. Donc le vecteur K, il va prendre toutes les valeurs de cet intervalle moins pi sur A par un pas qui va dépendre évidemment de la longueur de votre chaîne. Okay, vous aurez évidemment plus de points K quand vous aurez considéré une chaîne avec un n plus grand. Et chaque vecteur K correspond à une étiquette de symétrie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes en train ici de construire ce qu'on appelle la première zone de Brillouin du solide. La première zone de Brillouin, c'est physiquement le plus petit volume, alors pas vraiment le plus petit, on va voir qu'il y a la zone de Brillouin primitive, mais c'est le plus petit volume qui contient toute la physique du système. Vous allez comprendre assez rapidement pourquoi je vous donne cette signification physique. Quand on parle de sursymétrie ou de sous-symétrie au niveau moléculaire. Donc finissez d'écrire et je vous explique pourquoi est-ce que vous allez comprendre très rapidement la zone de Brillouin. Donc quand vous prenez une molécule quelconque, vous avez toujours le droit de faire les orbitales moléculaires dans un groupe de symétrie qui est une symétrie inférieure, qui correspond à une symétrie inférieure à la symétrie de votre molécule. D'accord? Vous avez toujours le droit de construire le diagramme d'orbital moléculaire de la molécule CH4 dans un groupe de symétrie qui correspondrait à 0 opération ou dans un groupe de symétrie plus bas que le groupe de symétrie TD. Okay? Par contre, vous n'avez jamais le droit de le construire dans un groupe de symétrie supérieure. Vous allez manquer les interactions. Okay? Mais dans le solide, c'est pareil. Quand vous prenez un solide, c'est une molécule géante, vous pourriez tout à fait décider de faire le diagramme d'orbital moléculaire du solide complet. Okay? Donc vous auriez un certain nombre d'orbitales à considérer si votre solide est infini périodique, mais vous avez tout à fait le droit d'utiliser la théorie des groupes au niveau moléculaire pour construire la structure de bande de votre solide à la main. Okay? C'est un diagramme d'orbital moléculaire avec un nombre infini d'orbitales. Mais les conditions de Born et von Karman vous permettent de réduire la dimension du problème en étudiant uniquement que les orbitales de la maille et en reproduisant les orbitales du cristal grâce à la symétrie de translation ou la symétrie des rotations. Si je prends une maille, alors là j'ai une maille qui est facile, c'est une maille avec un seul atome d'hydrogène. Mais imaginons que j'ai une maille CH4 et que j'ai le solide moléculaire CH4 qui se reproduit périodiquement dans l'espace le long d'une direction. Vous avez des molécules CH4 qui sont plus ou moins éloignées les unes des autres et qui se répètent périodiquement dans l'espace. Si je ne prends qu'une partie, si je ne représente pas correctement l'unité de maille de mon système, et que j'oublie de prendre C plus H4 dans mon unité de maille, mais que je prends C plus H2 par exemple, et bien quand je vais répéter cette entité CH2 par translation, il va me manquer une partie de l'information. Okay? Donc quand je travaille en sursymétrie dans ma maille, je vais manquer une partie des interactions. Donc je dois toujours travailler dans la symétrie de mon cristal ou en sous-symétrie, mais pas en sursymétrie. Et c'est un peu ça que veut dire la zone de Brillouin, c'est que si jamais vous travaillez avec, dans le système, dans votre maille, une maille qui n'a pas été correctement représentée et qui ne permet pas par translation de reproduire tout votre cristal, vous aurez une zone de Brillouin qui ne contiendra pas toute la physique. Okay? Donc, vous avez une correspondance directe entre le réseau direct et le réseau réciproque. Donc, est-ce que vous avez fait de la diffraction de rayons X? Un petit peu. Donc, vous connaissez les relations qui relient le réseau direct, c'est-à-dire le réseau qui est l'espace des coordonnées, qui représente la périodicité dans l'espace de votre maille ou de votre réseau, et le vecteur K, le réseau, qui est lui le paramètre du réseau réciproque, qui représente l'espace des impulsions, ou l'espace des vecteurs d'onde. Et donc, votre exponentielle de IKR permet de relier ces deux réseaux, mais ces deux réseaux, directs et réciproques, ne sont liés que par une transformée de Fourier. Et vous avez, en cristallographie ou en diffraction de rayons X, vous avez certainement vu que les relations qui permettent de relier le réseau direct au réseau réciproque
sont les relations A étoile égale 2pi, ou 1. Ici, on n'a qu'une dimension, on va voir comment s'étendent ces relations quand on passe au bidimensionnel ou au tridimensionnel. Donc finalement, votre exponentielle de IKR, ici, elle va s'exprimer en fonction des vecteurs A étoile du réseau direct et A étoile du réseau réciproque et A du réseau direct. Et donc on va dans ce qui suit, l'exprimer essentiellement comme l'exponentielle de 2ip KAM, avec KA qui vient évidemment contiendra l'étiquette de symétrie, puisqu'on a défini K par rapport à L. Donc la première zone de Brillouin, comme je le disais, elle va être comprise entre moins pi sur A et pi sur A, mais dans plein de livres, elle est représentée entre moins 1,5 et plus 1,5. C'est exactement la même chose, c'est simplement qu'ici, on a un paramètre qui est qui correspond à moins 1,5 ou plus 1,5 de A étoile. C'est-à-dire qu'on peut travailler avec un paramètre en dimension ou sans dimension. Et ici, pour ce qui suit, j'utiliserai toujours le moins 1,5 plus 1,5, ce qui correspond en fait à moins 1,5 de A étoile. D'accord ? Donc rentrons dans le vif du sujet. On va construire les orbitales de symétrie, donc les orbitales de bloc de la chaîne HN, que je vous ai présenté tout à l'heure, dans laquelle effectivement j'ai représenté ici la maille unitaire de référence et puis les mailles qui sont obtenues par translation d'un vecteur de longueur A. Dans votre base d'orbitales, comme en moléculaire, vous allez décider de choisir les orbitales de valence de vos atomes contenus dans la maille. Ici, les orbitales 1s des hydrogènes. Donc finalement, pour une chaîne de longueur n infinie, vous avez n orbitales 1s à considérer dans la base des orbitales atomiques que vous allez devoir considérer pour construire vos orbitales moléculaires du cristal, qu'on appelle les orbitales cristallines. Donc votre première zone de Brillouin, comme on vient de voir, elle est définie entre moins 1,5 et plus 1,5. Et vos orbitales de bloc, je prends simplement l'expression qu'on avait tout à l'heure. J'ai cette exponentielle de 2ip KAM, dans laquelle je vais évidemment remplacer le vecteur KA ici par sa valeur. Et ces valeurs, c'est toutes les valeurs comprises entre moins pi sur A et pi sur A. Et puis, je vais évidemment avoir des propriétés à ma fonction psi 1s de K, qui sont que, évidemment, en bordure de zone de Brillouin, c'est-à-dire quand KA est égal à moins 1,5, la fonction d'onde, ou l'orbitale de bloc psi 1s, va être rigoureusement équivalente à l'orbitale de bloc construite en 1,5. Ces orbitales de bloc, donc, elles ont la symétrie du cristal, qui est définie par le petit indice petit L. Et puis, quand je les construis ici, je vais voir que, ici, vous avez une exponentielle, et cette exponentielle, elle ne va pas prendre des valeurs réelles pour tous les points K. Et donc, ça c'est plutôt pas mal, parce que ça veut dire que votre exponentielle ici, elle va pouvoir conduire à un dessin d'orbital que pour des points K particuliers de la zone de Brillouin. Et ces points K particuliers, en gros, c'est les points K égale 0 et KA égale 1,5. Vous êtes sûr que ceux-là seront réels. Et donc forcément, quand vous représentez en K égale 0 l'orbitale de bloc psi 1s, vous voyez bien que l'exponentielle 2ip KAM va prendre les valeurs selon m, 1 puissance m. Est-ce que vous voyez bien clairement ici? Vous avez cette exponentielle ici qui vaut, l'exponentielle de 0 qui vaut 1. Et donc comme vous avez cet indice m qui vous permet de trouver le caractère, le poids de l'orbitale dans chacune des unités de maille du cristal, mais vous voyez que vous avez 1 puissance m qui remplace l'exponentielle de 2ip KAM. Et ça veut dire que vous êtes en train de reproduire une orbitale de bloc adaptée à la symétrie de votre cristal et qui représente une orbitale 1s qui se répète en phase le long de la direction A du réseau direct. En Ka égale 1,5, vous voyez que cette exponentielle ici, si je remplace Ka par 1,5 ou moins 1,5 ici, je vais avoir moins 1 puissance m, ce qui veut dire que je reproduis en opposition de phase l'orbitale 1s dans la direction A du réseau direct. Ok ?
Donc finalement, ce que vous devez retenir ici, c'est que oui, il est compliqué de dessiner des orbitales d'un cristal. En moléculaire, puisque vous n'avez pas cet exponentiel dans vos tables de caractères, donc les caractères des tables sont toujours réels, vous n'avez pas de problème de représentation pour les orbitales, puisque évidemment vous allez simplement modifier la taille, donc le poids relatif des orbitales les unes par rapport aux autres dans une molécule, mais par contre au niveau du cristal, vous allez avoir des caractères qui vont prendre une expression complexe et qui ne pourront pas donc être dessinés. Donc très souvent dans les livres, vous allez voir parfois des représentations des orbitales de blocs avec des orbitales qui sont dessinées sur certains atomes du réseau et puis des exponentielles qui sont indiquées pour représenter le poids des orbitales des autres atomes. Donc il est très difficile évidemment de lire ces orbitales-là et de savoir quelle énergie va découler de tout ça, mais sachez que dans plein de livres, quand vous trouvez ça, c'est simplement parce que les auteurs du livre ont décidé de représenter les orbitales de blocs par un mélange de dessins et d'exponentiels, ou par des exponentiels, ou que par des dessins, selon les livres et selon le point K auquel on se trouve, et bien forcément les choses sont différentes. D'accord ? Donc ne soyez pas étonnés de voir des exponentiels qui apparaissent à la place des orbitales dans des représentations d'orbitales cristallines dans le solide. Alors si je regarde la structure de bande que je vais tracer, ici ça va un peu vite, je connais simplement l'orbitale de bloc qui a été construite ici au point K égale 0. Cette orbitale de bloc, elle correspond à la répétition en phase de l'orbitale 1s le long de la direction A. Et je connais aussi l'orbitale définie en 1,5 qui, elle, va être totalement antiliante, c'est-à-dire qu'elle va correspondre à la répétition en opposition de phase de l'orbitale d'une maille selon la périodicité du cristal. Et donc vous voyez ici que j'ai représenté une bande qui a une forme assez spéciale. J'aurais très bien pu représenter ma bande comme ça. Ok ? En fait, j'ai 2 points. Donc, qu'est-ce qui m'a autorisé à représenter une bande qui a la forme qu'elle a aujourd'hui ? Mais simplement parce que je vais utiliser évidemment un certain nombre de conditions de symétrie de mon cristal. On sait, et on l'a vu tout à l'heure, que l'orbitale en Ka égale 1,5, que je vais appeler x, est rigoureusement équivalente à l'orbitale en Ka égale, j'ai pris la gomme, elle est rigoureusement équivalente ici à l'orbitale que j'ai en Ka égale moins 1,5, d'accord ? Donc je pourrais la répéter exactement pareil. Je sais aussi que par rapport à cette symétrie, à ce plan de symétrie ici, toute orbitale cristalline définie en moins K est rigoureusement équivalente à celle qui est définie en K. Et par opération de symétrie, je sais que la pente ici est opposée à la pente de ce côté-là. Donc la dérivée de E par rapport à K quand je vais de gamma à X est rigoureusement l'inverse de la dérivée de E par rapport à K quand je vais de gamma à moins 1,5. Et donc, du coup, ça me permet de dessiner quelque chose qui va prendre cette forme-là. Pourquoi ? Parce que, forcément, si je regarde ce qui se passe au point gamma égale 0 ou au point gamma égale x, au point K égale x, je sais que pour avoir la même pente de chaque côté et la même valeur en K et moins K, mais je suis obligé d'annuler ma pente. Donc je suis obligé d'avoir des tangentes horizontales en chaque point particulier de la zone de Brillouin. Et les points particuliers de la zone de Brillouin ne sont pas autre chose que les points de plus haute symétrie de votre système. Donc pour comprendre ça, c'est très facile en fait. Imaginez ce point gamma ici, qui est le point de plus haute symétrie de la zone de Brillouin. Pourquoi c'est le point de plus haute symétrie ? Parce que c'est celui qui va finalement faire correspondre la molécule Hn infini à ma chaîne périodique. C'est-à-dire tout à l'heure, je vous disais que vous pouviez tout à fait construire une structure de bande à la main en faisant le diagramme d'orbital moléculaire de votre chaîne Hn. Vous avez un nombre infini d'orbitales moléculaires et vous n'avez pas les étiquettes de symétrie de translation puisque
il n'y a plus de translation, vous êtes sur un cas moléculaire et non pas un cas de solide périodique. Donc le cas moléculaire, c'est le point gamma, c'est-à-dire c'est le point K égale 0, là où vous n'avez pas d'étiquette de symétrie particulier, pas de quantité de mouvement à vos électrons, quantité de mouvement qui ne peut être définie que par rapport à l'exponentielle de IKR et donc que par rapport à une périodicité de votre potentiel. Donc finalement, en gamma, vous avez le diagramme d'orbital moléculaire. Donc au lieu de faire le diagramme de bande avec les orbitales d'une maille et vous utilisez les conditions périodiques pour reproduire toutes les orbitales cristallines à chaque point K, vous considérez que vous n'avez pas de symétrie de translation, vous faites les orbitales moléculaires de la molécule complète, donc vous avez une infinité de niveaux, et cette infinité de niveaux, elle sera là. Votre largeur de bande, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, va être définie entre le niveau le plus haut en énergie et le niveau le plus bas en énergie, et ce sera la largeur de bande. Là, vous avez simplement une représentation du rectangle que je vous avais fait tout à l'heure, mais dans l'espace des impulsions. Donc, une représentation qui vous permet d'avoir plus d'informations sur la direction de propagation des électrons dans une chaîne, par exemple, alors que ici, vous ne l'aviez pas. D'accord? Donc, ça va devenir clair quand on va passer au cas réel, ne vous inquiétez pas. Donc, on arrive ici à une structure de bande qui est représentée comme ça, et cette structure de bande, elle est évidemment symétrique entre gamma et x et gamma et moins 1,5, ou gamma 1,5 et gamma moins 1,5. Et ce que vous voyez, c'est que si on considère que la largeur de la bande est, comme je vous le disais tout à l'heure, proportionnelle au recouvrement entre les cellules, qui va représenter ici la distance HH, ben vous voyez très bien que, comme la conduction électronique en première approximation, elle est directement dépendante du nombre de porteurs de charge, de la mobilité des électrons nus et de la charge des électrons, ben vous voyez très bien que finalement, la dérivée de l'énergie par rapport à K va être directement proportionnelle à la conduction électronique dans votre matériau. Plus la largeur de bande sera importante, plus la variation d'énergie par rapport à K sera importante, et plus la conduction électronique va être importante dans le réseau. Globalement, ce que ça veut dire, c'est que, exactement comme au niveau moléculaire, quand vous avez une chaîne avec des distances d'équilibre entre tous les H consécutifs, vous avez une covalence de liaison HH qui fait que les électrons peuvent se délocaliser sur la liaison HH, mais sur la suivante, etc. Et c'est là que vous allez avoir la conduction électronique, puisque vous avez une délocalisation à très longue portée des électrons dans le cristal. Votre cristal va donc être métallique. Mais il va être métallique seulement quand le nombre d'électrons dans les bandes va évidemment correspondre à une situation qui permet aux électrons de se délocaliser. Ici, dans la bande, vous voyez que chaque orbital, j'ai mis ici ce qu'on appelle le niveau de Fermi, qui correspond au dernier niveau occupé, donc l'équivalent de la HOMO au niveau moléculaire. Et comme on n'avait qu'une seule orbitale 1s, un seul électron dans l'orbital 1s de l'hydrogène, ben forcément, notre bande ici va être demi-remplie. Donc ça veut dire que tous les électrons qui sont ici peuvent, sans avoir besoin d'une activation thermique, d'une activation énergétique, passer d'un niveau occupé à un niveau vacant. Et c'est ça qui vous permet de montrer que vous avez de la délocalisation, parce que cet électron, on dit qu'il va pouvoir sauter via une intégrale de saut qui est proportionnelle au recouvrement, va pouvoir sauter d'un atome d'hydrogène à un autre, et la facilité, la capacité qu'il aura à sauter sera évidemment dépendante de la pente que vous allez avoir ici, qui, elle, dépend du recouvrement. Donc, vous avez tout de suite compris que si, par exemple, je diminue le recouvrement en augmentant la distance entre mes hydrogènes dans la maille, dans le cristal, pardon, eh bien, je vais diminuer progressivement la différence d'énergie entre le niveau le plus antilliant et le niveau le plus liant. Et donc, je vais diminuer la largeur de bande jusqu'à avoir une bande, ici, qu'on appelle une bande plate, qui, elle, est une bande qui représente une localisation des électrons sur chaque hydrogène, et non pas une délocalisation des électrons d'un hydrogène à un autre. Vous avez un parfait isolant ici, vous avez un parfait métal ici. OK? Alors,
tout le cours qu'on va faire jusqu'à vendredi, c'est un cours qui va se baser sur le formalisme des orbitales de bloc pour construire les structures de bande. Et évidemment, on va aussi avoir besoin à un moment de calculer l'énergie de ces orbitales. Et pour calculer l'énergie de ces orbitales, on va systématiquement utiliser l'équation de Schrödinger, et l'énergie pour chaque point K de chaque orbitale de bloc va être définie comme psi k h psi k sur psi psi. Sachant que nous travaillons toujours avec des orbitales de bloc qui sont normalisées, évidemment, ça vaut 1. Selon l'hamiltonien que vous allez utiliser, vous allez avoir un calcul d'énergie plus ou moins facile à faire, puisque vous savez très bien que si je vais dans un système qui a plus d'un électron, mon hamiltonien électronique total n'a pas de solution triviale analytique, et donc vous allez être obligé de passer par des méthodes que vous avez peut-être déjà vues, itératives, self-consistantes, qui sont les méthodes Artifock, etc. Donc ici, on ne va pas s'intéresser du tout à ce que représente H. Okay. On va, dans tout ce cours, utiliser l'hamiltonien de Huckel, parce qu'on va pouvoir résoudre analytiquement toutes les équations. Mais sachez que, évidemment, tout ce que je vous dis là est vrai si je prends l'hamiltonien électronique exact et si je fais une résolution Artifock. Okay. Mais là, je ne vais pas rentrer dans le formalisme des méthodes quantiques, ce n'est pas l'objet de ce cours. Donc ici, on va considérer toujours l'hamiltonien le plus simple, c'est-à-dire l'hamiltonien des électrons indépendants, l'hamiltonien liaison forte, Huckel, que vous connaissez bien, et qui va vous permettre de comprendre tout de suite pourquoi l'énergie de ces orbitales sont très faciles, sans calcul, à trouver. Donc si je prends l'énergie du niveau totalement liant, comment est-ce qu'on représente l'énergie du niveau complètement liant et comment est-ce qu'on comprend que cette énergie vaut alpha plus 2 bêta? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez intuitivement compris tout de suite pourquoi l'énergie de cette orbitale est égale à alpha plus 2 bêta? En gros, ce qu'on est en train de faire ici, c'est de calculer l'énergie d'une orbitale ça marche. Vous avez votre orbitale ici. Je ne suis pas très doué avec ce système, excusez-moi. Et en plus, c'est lent, donc je vais dessiner deux fois les mêmes choses. Voilà, donc vous avez cette orbitale-là, et quand vous cherchez à avoir son énergie, vous avez quoi? Vous avez forcément, à chaque fois, l'énergie de l'orbitale 1s, n fois, dans le système. Forcément. Et puis ensuite, vous avez les interactions de chaque hydrogène avec ses voisins. Donc ici, vous avez un voisin à gauche et un voisin à droite. Donc vous avez à chaque fois plus n fois 2 bêta. Ça, c'est si je considère les interactions premier voisin. Mais je peux aussi considérer que chaque hydrogène voit des atomes en deuxième voisin, etc. Il n'y en aura toujours que 2 en deuxième voisin. Okay. Bon, et finalement, vous pouvez construire l'énergie uniquement en regardant le nombre d'interactions que vous avez dans le système et en n'oubliant pas que chaque hydrogène, au départ, son orbitale 1s, elle a un électron dedans, donc elle a une énergie qui est connue et qui est alpha. Comme votre orbitale de bloc, finalement, si elle était normalisée en 1 sur racine de n, bah vous voyez que quand vous allez avoir le psi-psi, le 1 sur racine de n va sortir. Okay. Le 1 sur racine de n va sortir, et du coup, vous allez vous retrouver avec epsilon, enfin alpha, pardon, alpha 1s, on l'appelle alpha et pas epsilon, plus 2 bêta. Ok. Et le bêta, c'est évidemment l'interaction 1s-1s, parce que ici, je vais considérer que les premiers voisins en approximation. Ok. Donc, à partir de maintenant, si vous avez compris ça, à chaque fois que je vais vous demander de m'évaluer l'énergie d'une orbitale, vous allez voir que vous allez y arriver à chaque fois du premier coup, dans les systèmes 2D, 3D, 1D, dans tous les systèmes. Donc ici, vous avez simplement une largeur de bande qui va
évidemment être proportionnel à 4 fois bêta, d'accord, puisque vous faites l'énergie du niveau le plus anti-liant moins l'énergie du niveau liant. Et évidemment, la limite quand H tend vers 0 de ma largeur de bande, c'est 0, et on a une bande plate, pas de propriété de délocalisation. Alors, maintenant on va regarder un cas intéressant pour comprendre les distorsions structurales qui sont susceptibles d'intervenir dans un réseau, dans un système métallique unidimensionnel. Donc pour ça, on va s'intéresser à la même chaîne HN, mais cette fois-ci, on va considérer que, pour une fois, on va travailler en sous-symétrie, c'est-à-dire on va se donner un peu plus de travail que nécessaire, et on va définir que la maille unitaire du réseau, c'est la maille H2 ici. Donc elle se répète avec un vecteur de translation qui est A' égale 2 fois A par rapport au cas précédent, donc très simple. Mais cette fois-ci, je vais avoir 2 orbitales par maille, donc je vais devoir considérer une base au départ qui est aussi grande que la base précédente, puisqu'elle contiendra les n orbitales du système, mais elles seront rangées 2 à 2 selon les motifs de la chaîne. Donc je vais avoir à chaque fois la sigma G, la sigma U de H2 à considérer dans mon motif. Et donc mes orbitales de bloc, je vais les construire à la fois pour H2, pour sigma G et pour sigma U. Ok ? Donc ma zone de Brillouin, elle est toujours la même, mais finalement, elle est, si je la représente par rapport à tout à l'heure, elle serait en moins pi sur 2a, pi sur 2a, ok ? Parce que ma zone de Brillouin, elle est 2 fois plus petite que la zone de Brillouin que j'avais précédemment, puisque ma maille, elle, est 2 fois plus grande. Ok ? Donc comme vous avez cette relation A étoile égale 2pi, qui relie votre réseau direct à votre réseau réciproque, si vous augmentez la maille dans le réseau direct, vous diminuez le volume du réseau réciproque. Et là, vous voyez que je vais construire, donc j'ai exactement la même zone de Brillouin, et je vais construire en Ka égale 0 et en Ka égale 1,5, x, mes orbitales cristallines, mes orbitales de bloc. Vous voyez qu'ici, j'ai répété en phase la sigma G dans la direction A, j'ai répété en opposition de phase ici cette sigma G dans la direction A. C'est clair pour vous ? Pareil pour la sigma U, je pars de l'orbitale sigma U de H2 dans la maille, je vais la répéter en phase ici et en opposition de phase ici. Vous avez maintenant une structure de bande dans laquelle, au point gamma, vous avez la totalement liante qui se trouve ici, à la même énergie alpha plus de bêta, évidemment, que celle de la structure de bande précédente, et la sigma U qui va se trouver au point gamma la plus antiliante. Ok ? Elle est là. Et puis en X, je vais avoir une dégénérescence entre cette orbitale-là et cette orbitale-là. Pourquoi ? Parce que vous voyez ici que si ma chaîne est parfaitement régulière, les distances HN sont toujours les mêmes. Donc ici, j'ai autant de liantes que d'antiliantes. C'est simplement décalé de A sur 2. Ok ? Et donc ça veut dire que vous avez une dégénérescence ici orbitalaire. Donc vous comprenez ici bien pourquoi je vous disais tout à l'heure que quand vous calculez, quand je vous montrais ici que ce point gamma c'est le point de plus haute symétrie et que si vous faites le calcul d'orbital moléculaire de la chaîne HN sans utiliser les conditions de translation périodique du cristal, vous voyez bien que là vous avez commencé à le faire, vous avez pris une maille qui est 2 fois plus grande, vous avez déjà replié une partie de la bande, puisque dans la maille, dans le cas précédent, vous aviez une zone de Brillouin qui était 2 fois plus grande, okay, et qui allait de moins pi sur A à pi sur A, alors qu'ici vous êtes en pi sur 2A et moins pi sur 2A. Ok ? Et donc finalement, vous avez simplement ici replié cette partie-là, ici, et cette partie-là, ici. Exactement comme si vous fermiez les volets et que vous repliez bêtement votre structure de bande. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que on va arriver à des propriétés que vous connaissez bien en moléculaire, qui sont les propriétés
d'instabilité d'une structure vis-à-vis d'une distorsion. Donc, quand vous avez étudié l'effet Yann-Teller, on vous a appris que tout niveau électronique fondamental dégénéré orbitalairement était instable vis-à-vis d'une distorsion qui couple les électrons du système aux vibrations de la molécule. Et ça, c'est l'effet Yann-Teller. Et vous allez ouvrir un gap, donc vous allez lever la dégénérescence orbitalaire via une perturbation structurale, vous allez distordre votre molécule et arriver dans un état électronique qui sera bien plus stable que le précédent. Ici, c'est exactement pareil. Vous voyez qu'on est passé du système HN avec une maille simple ici, qui est la maille, le motif H et une translation A. Donc vous êtes passé ici de cette structure de bande-là à une structure de bande rigoureusement équivalente d'un point de vue de la physique qu'elle représente, mais représentée différemment parce que vous avez choisi de travailler dans une maille qui est 2 fois plus grande. Et au niveau de Fermi, ici, dernier niveau occupé, vous voyez que vous avez une dégénérescence orbitalaire. Et cette dégénérescence orbitalaire va pouvoir être levée par un couplage électron-vibration, qu'on appelle dans le solide électron-phonon, puisque une vibration au niveau moléculaire, ça s'appelle un phonon au niveau du cristal. Et cette levée de dégénérescence, ici, va vous permettre de passer d'un système qui est complètement métallique à un système dans lequel vous voyez que vous avez ouvert un gap d'énergie entre la bande occupée, rouge, et la bande vacante, bleue. Vous êtes passé d'un métal à un isolant en distordant le système. Donc, quelle est cette distorsion? Dans un système unidimensionnel, c'est facile, hein, les vibrations du réseau sont les vibrations symétriques et antisymétriques par rapport à HH. Et donc, vous allez ici passer à une dimérisation de votre système. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous ouvrez un gap. Pourquoi? Parce que ici, vos électrons se délocalisent le long de la chaîne extrêmement facilement via le recouvrement HH, alors qu'ici, vos 2 électrons, finalement, se localisent sur le dimère H2, parce qu'en éloignant ces 2 hydrogènes-là de 2 interactions interdimères, vous allez diminuer le recouvrement entre H2 et le H2 précédent ou suivant, et donc vous allez couper la délocalisation électronique dans la direction A entre les 2 hydrogènes. Vous allez rester très délocalisé, évidemment, sur la liaison HH du dimère, puisque vous avez un système qui est très délocalisé, très covalent, mais par contre, entre les dimères de H2, vous avez complètement coupé la délocalisation. Et le fait d'être devenu isolant ou semi-conducteur fait que sur la structure de bande, vous avez ouvert un gap, et très souvent, vous voyez le gap qui est ouvert quand les gens vous représentent une bande complètement pleine et une bande complètement vide. Et ce gap d'énergie, il va être extrêmement utile dans plein d'applications d'électronique ou d'optoélectronique, et il est souvent utilisé pour faire des capteurs, des interrupteurs, tout ce que vous voulez. Et donc la hauteur ou la largeur de ce gap d'énergie ici va évidemment être cruciale pour les différentes applications que vous allez regarder. Donc chimiquement, vous pouvez très bien imaginer tout de suite comment vous, au lieu de créer cette dimérisation, vous auriez proposé éventuellement une fonctionnalisation de la chaîne à chaîne pour passer d'un métal à un isolant. Il vous aurait suffi de remplacer les hydrogènes par un atome très électropositif et un atome très électronégatif, par exemple. Vous auriez ouvert un gap également dans la structure de bande, mais pas via une distorsion qu'on appelle distorsion de Peierls ici, comme on va le voir, mais pas simplement chimiquement en différenciant les états plutôt les orbitales des atomes électronégatifs et des atomes électropositifs. Vous pouvez ouvrir exactement le même gap. Donc c'est là que vous voyez que quand on a compris la structure de bande et comment ça se et quelle physique il y avait derrière, vous êtes tout à fait capable de proposer des améliorations à des systèmes qui sont utilisés aujourd'hui dans l'industrie pour plein d'applications différentes, simplement en comprenant d'où viennent les interactions et comment on peut les modifier. Donc ça s'appelle c'est pas marqué nulle part, distorsion de Peierls. Première fois que je me rends compte que je n'ai pas écrit la distorsion de Peierls en toutes lettres, si elle est là. Donc, ce qu'il faut retenir de cette première partie, c'est quoi? C'est que tout métal unidimensionnel n'existe pas. Il n'y a aucun métal unidimensionnel qui existe. Parce que tous les métaux unidimensionnels, ils sont susceptibles
d'accommoder une distorsion métal isolant via une transition dite de Pyers. C'est-à-dire la transition de Pyers, c'est le couplage électron-phonon dont on vient de parler, que vous appelez Yann Teller au niveau moléculaire. Ici, ça s'appelle Pyers au niveau du solide. Et cette distorsion de Pyers, elle est complètement générale pour tout métal unidimensionnel. C'est-à-dire si un jour on vous demande en examen ou quand on vous pose une question sur un métal dès qu'il est unidimensionnel, vous savez que ça n'existe pas. Et que, à moins d'être à relativement haute température pour stabiliser éventuellement l'état non distordu, votre métal unidimensionnel, il trouvera toujours un moyen de coupler ses électrons avec une vibration du réseau pour dimériser le système ou pour n-mériser le système. Et ce qu'il faut que vous reteniez ici, c'est qu'ici on a vu le cas dimériser, mais en fait vous pouvez étendre cette règle à n-mériser. N-mériser étant un mot que j'invente ici, mais à quoi vous avez vu que la dimérisation était une dimérisation? Au fait que votre bande, elle était demi-occupée. Donc à partir du moment où vous êtes demi-occupé, si vous voulez lever la dégénérescence entre les états occupés et les états vacants, vous repliez votre volet pour former une zone de Brillouin qui va être 2 fois plus petite que la zone de Brillouin du système non dimérisé. Okay. Mais si votre bande elle était quart remplie, vous auriez une tétramérisation. Si elle était 1/6 remplie, vous auriez une cismérisation, une hexamérisation. Appelez-la comme vous voulez. Et vous pouvez aussi avoir dans les cristaux des 6,666 mérisations. Parce que dans un cristal périodique, la périodicité n'est pas forcément entière. On parle de système périodique avec une périodicité qui est commensurable ou incommensurable. Commensurabilité et incommensurabilité sont liées à typiquement la valeur de la périodicité qui peut être entière ou non entière. Okay, donc évidemment tout ce que je vous dis là ne s'applique pas à des systèmes non périodiques qui sont les solides totalement apériodiques qui sont les cristaux amorphes. Là on est en train de travailler sur des solides infinis périodiques. Les opérations et les conditions de Born et von Karman et le théorème de Bloch sont des théorèmes qui s'appliquent uniquement aux cristaux périodiques. Donc un système unidimensionnel métallique est toujours instable vis-à-vis d'une distorsion de Pyers. C'est une distorsion du premier ordre, ce qui veut dire que expérimentalement, vous avez une discontinuité dans un paramètre d'ordre physique du système. Donc ici, typiquement, si vous mesurez la résistivité d'un matériau en fonction de sa température, vous allez avoir d'un seul coup, clac, une distorsion du premier ordre. Évidemment, la condition pour que la distorsion de Pyers soit là, c'est que l'énergie élastique qu'il vous faut pour distordre le réseau ne soit pas supérieure au gain électronique que vous allez avoir après la distorsion. C'est pour ça qu'à certaines températures, vous avez encore des cuivre 2 parfaitement octaédriques ou que vous avez des systèmes unidimensionnels qui restent métalliques parce que vous avez une distorsion qui va coûter trop cher au système par rapport à le gain en énergie électronique que vous allez avoir après la distorsion. Et vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle des transitions de Pyers de spin-Pyers transitions, qui sont en fait exactement les mêmes transitions que la distorsion de Pyers de charge, mais qui va impliquer cette fois-ci non plus des répulsions, des couplages électron-phonon, mais des couplages électron-électron. Donc ça, c'est vous avez une dimérisation du réseau qui ne va plus être une dimérisation qui va correspondre à un raccourcissement des liaisons et un changement de la cristallographie du système parce que vous allez créer vous passez d'un système de périodicité A à 2A en formant des dimères, donc en faisant une alternance de liaisons courtes et longues dans votre chaîne. Là, vous ne bougez pas tellement pour la spin Pyers, vous ne bougez pas tellement la structure, mais vous allez avoir des interactions de spin qui vont faire que vous allez créer des états ferro ou antiferro qui vont lever la dégénérescence des états au niveau de Fermi. Donc l'origine est la même, mais forcément, vous voyez bien que le gain énergétique derrière va être beaucoup plus faible, parce qu'on n'a pas une vraie dimérisation au sens structural du terme, mais c'est une dimérisation au sens électronique, au sens spin. Donc tous vos atomes d'hydrogène ne sont plus équivalents,
parce qu'ils vont avoir un électron alpha ou un électron bêta. Et en général, ces transitions de spin-pairs, elles ont lieu quand on a des systèmes qui possèdent des fortes interactions électron-électron, donc plutôt dans des systèmes qui ne sont pas franchement métalliques. D'accord? Oui. Quand vous parlez du gain d'énergie pour la dispersion de Taylor, c'est naturellement le gain d'énergie que vous avez, il est lié au fait que vous avez stabilisé tous les états autour du niveau de Fermi qui étaient dans les états de la bande rouge, et que vous avez déstabilisé ceux de la bande bleue. Parce que vous avez une vraie stabilisation électronique qui est liée au fait que si vous reconstruisez les orbitales de bloc de la structure dimérisée, vous voyez qu'en ayant rapproché deux hydrogènes ici, la dimérisation a fait que vous avez stabilisé tous les états qui présentent un caractère plutôt liant sur ce dimère. Et vous avez en plus enlevé les interactions antiliantes interdimères, ce qui stabilise encore plus le système. Pour cette orbitale-là, vous voyez que vous avez augmenté le nombre d'interactions antiliantes et diminué le nombre d'interactions liantes. Donc tout ça, ça fait que l'énergie finale du système est beaucoup plus stable que pour un système non dimérisé. Ça répond à votre question? Ok. Donc maintenant, l'extension de ces propriétés métalliques sur les systèmes unidimensionnels, c'est que vous avez, en dehors de ces distorsions structurales et ces transitions de phase que vous pouvez avoir dans le solide, vous pouvez avoir des distorsions qu'on appelle des transitions de second ordre, qui sont des transitions qui permettent également de passer d'un état métallique à un état isolant, mais qui ne vont pas du tout être des transitions du premier ordre, comme la distorsion de Payers, qui vont plutôt être liées à des défauts dans le cristal, ou des sortes d'instabilité comme ça, et qu'on appelle souvent les localisations d'Anderson. C'est-à-dire que si vous avez dans un cristal des défauts, et vous en avez toujours, ces défauts vont jouer le rôle de piège des électrons. Donc quand vous allez baisser la température, les électrons de conduction de votre cristal, qui ne voyaient pas finalement ces potentiels quand ils étaient bien plus énergétiques, finalement quand vous baissez la température, les défauts commencent à être vus par les électrons, et les pièges en potentiel que forment ces défauts dans le cristal vont progressivement piéger vos électrons de conduction. Donc cette fois-ci, vous vous souvenez dans l'expression de la conduction électronique qui est proportionnelle au nombre de porteurs de charge, à la mobilité des électrons et à la charge des électrons, vous allez pouvoir piéger un certain nombre de ces porteurs de charge et donc diminuer la conduction électronique progressivement quand vous baissez la température. Et à ce moment-là, dans votre courbe de résistivité en fonction de la température, au lieu d'avoir, si je mets la température ici et la résistivité du matériau ici, au lieu d'avoir une transition de Payers avec vraiment une instabilité ici à la température critique de la transition, vous allez plutôt avoir un comportement beaucoup plus smooth, beaucoup plus smooth, je ne trouve pas le mot, doux, quand vous passez du métal à l'isolant. Et donc, vous savez qu'entre résistivité et conduction électronique, pour un métal, vous ne définissez pas un métal par rapport à sa conductivité électronique, puisque vous avez des semi-conducteurs qui ont des conductions électroniques bien plus importantes que des métaux. D'accord ? Donc, le caractère métallique, il ne se voit que si vous mesurez la résistivité en fonction de la température. Parce qu'un métal, il n'a évidemment pas le même comportement qu'un isolant ou qu'un semi-conducteur en température. Ça, vous l'avez vu ? Donc, ici, la conduction électronique pour un métal peut tout à fait être inférieure à celle d'un isolant ou d'un isolant peut-être pas, mais d'un semi-conducteur, simplement parce que vous n'êtes pas en train de regarder le comportement de la résistivité en fonction de la température, qui est une mesure qui permet de définir clairement la différence entre un métal et un semi-conducteur. Donc vous pouvez avoir une n-mérisation avec la transition de Payers. Donc typiquement, vous pouvez avoir une tétramérisation, comme je le représente ici, quand la bande, elle est occupée à un quart, c'est-à-dire qu'on va tomber sur le point K, 2pi sur 4, ou un huitième pour la représentation que j'ai donnée. Et donc là, vous avez des orbitales cristallines qui vous montrent qu'effectivement, vous avez formé des tétramères,
Donc vous avez cette fois-ci replié 4 fois la zone de Brillouin. Alors, ce qui change par rapport à avant, c'est qu'à partir de maintenant, je ne vais plus représenter la direction moins x gamma, puisque par symétrie, c'est exactement la même que la représentation de gamma à x, ou de gamma à 1,5. Et vous voyez qu'ici, vous avez replié 4 fois votre volet, et vous avez une structure de bande qui maintenant a cette forme, dans laquelle vous voyez qu'à chaque dégénérescence, vous avez levé un gap. Mais ce gap, il est évidemment d'autant plus petit que votre n-mérisation est grande. Sur la transition de spin-Peierls, on pourrait très bien... Alors, ça, c'est un transparent que je devrais changer. J'aurais dû changer depuis 10 ans, mais que j'ai toujours eu la flemme de changer. Mais quand vous avez spin-Peierls, en gros, ce que vous montrez, c'est que finalement, si vous avez deux orbitales qui sont dégénérées, l'une est occupée, l'autre est vacante, vous pouvez lever la dégénérescence, comme on vient de voir avec le spin-Peierls, en mettant vos deux électrons ici. Ça, c'est ce qu'on appelle la distorsion de Peierls classique, okay. Et c'est une transition qui correspond à une onde de densité de charge, c'est-à-dire que vous avez dimérisé les liaisons du système. Donc vous avez mis deux électrons sur un HH au lieu de mettre un électron par H, via la perturbation. Au niveau de spin-Peierls, si le gap que vous ouvrez ici est relativement faible, vous pouvez tout à fait arriver à une situation où cette fois-ci vous avez mis un électron alpha ici et un électron alpha ici. Pourquoi? Parce que la répulsion entre deux électrons est plus forte que la différence d'énergie induite par la levée de dégénérescence et par l'ouverture d'un gap. D'accord? Donc dans ce cas-là, ça veut dire que votre système, il est par exemple ferromagnétique, et au niveau structure de bande, ça veut dire que vous avez splitté la bande dite alpha, qui contient tous les électrons de spin-up, et la bande dite bêta, qui a tous les électrons, qui contiendrait tous les électrons de spin bêta. Et donc ça veut dire que vous avez levé la dégénérescence entre les bandes ici, et cette bande-là est occupée que par des alphas, cette bande-là est vacante, en tout cas sur la partie que je représente ici. Ok? Ça c'est exactement, c'est pour ça que vous avez des propriétés magnétiques qui arrivent après l'ouverture du gap et après la transition de spin-Peierls. Donc c'est une représentation qui n'est pas terrible, je le reconnais, mais c'est tout ce que j'avais trouvé à l'époque, et depuis le temps que je dis que je l'ai changé, ben, je n'ai toujours pas changé. Donc, voilà. C'est clair? Voilà, ça c'est une représentation qui n'est pas très heureuse non plus de la localisation d'Anderson, c'est-à-dire que ça, ces puits de potentiel ici, enfin ces états-là, sont les états qui sont justement les états localisés des puits de potentiel. Okay. Donc dès que vous avez des impuretés, pardon, donc les impuretés créent des états dans la structure de bande du matériau, mais ce ne sont pas des états que vous pouvez représenter en bande, puisque ce sont les défauts, ils apparaissent, ils ne sont pas connectés les uns aux autres, donc en général, les défauts représentent des états très localisés dans une structure de bande. Donc au niveau d'une représentation physique de... par exemple, typiquement, quand vous avez des représentations comme ça de physiciens pour les structures de bande, eh ben, on va vous représenter à côté des petits défauts, des petits états vacants ou occupés qui représentent les défauts de votre système. Ok, quelle heure est... Vous pouvez me donner... Je dois l'avoir. 11h14. Très bien. Donc on va passer au cas tridimensionnel. Ça va, vous n'êtes pas très réactif, hein? J'en déduis que vous comprenez tout ce que je dis. Donc on passe au cas réel, parce que ça va tout de suite vous faire comprendre que finalement, la première partie du cours, en 1 heure, vous permet de comprendre tout ce qui suit. Et donc je vais vous le montrer en vous faisant passer ces transparents-là. Pourquoi quand on passe de 1D à 3D, c'est pas compliqué? Bien, simplement parce que finalement, vous allez voir que la représentation des orbitales cristallines en tridimension, elle est, en tout cas d'un point de vue formel, exactement la même que celle en une dimension, mais vous allez avoir 3 directions à considérer, et donc des orbitales à dessiner dans les 3 directions, mais vous allez garder tout ce que je vous ai dit depuis la première heure, là, depuis qu'on a commencé. Tout ce que je vous ai dit reste vrai pour le 3D, et vous allez voir qu'il n'y a aucune complication à passer au cas tridimensionnel.
Donc la structure cristalline, elle est définie, comme on disait pour le cas unidimensionnel, dans un réseau direct, qui va ici être un réseau direct défini par les vecteurs R de projection MA, MB et MC sur les vecteurs de translation A, enfin, ou sur les vecteurs unitaires du réseau A, B et C, qui sont évidemment les vecteurs de translation de votre solide périodique. La maille unitaire, M0, elle va être translatée à chaque fois d'un vecteur de translation TMA, TA, TB et TC. Okay, et donc l'image de cette maille M indice MA, MB, MC sera l'image de M0 via la translation de M fois A, M fois B, M fois C. Jusque-là, pas de difficulté. Les relations qui relient le réseau direct et réciproque sont toujours les mêmes, à la différence qu'on va en rajouter évidemment une, puisque maintenant on a 3 vecteurs du réseau direct, donc 3 vecteurs du réseau réciproque. On a A étoile, BB étoile, CC étoile égale 1 ou 2π. Et puis AB étoile, BC étoile et CA étoile égale 0. Ce qui veut dire ici que le scalaire ici étant égal à 2π, vous aurez systématiquement une projection de A sur A étoile ou de A étoile sur A qui sera positive, et vous avez ensuite tous les vecteurs B étoile ou C étoile du réseau, chaque vecteur du réseau réciproque sera perpendiculaire au vecteur autre du réseau direct. Donc c'est-à-dire B étoile et C étoile seront toujours perpendiculaires à A, C étoile, A étoile perpendiculaire à B, etc. etc. Et votre zone de Brillouin, elle est définie maintenant exactement de la même façon par les Ka, Kb, Kc qui varient de moins 1,5 à plus 1,5 ou de moins π sur A à π sur A, moins π sur B, moins π sur C, π sur C. Vos orbitales de bloc. Vos orbitales de bloc sont finalement d'une simplicité extrême, puisque finalement, si je reprends mon orbital de bloc qui s'exprime comme l'exponentielle de IKR fois l'orbital à la position MA, MB, MC dans le cristal, je vois bien que si j'exprime le scalaire K fois R, je retombe sur quelque chose extrêmement simple, puisque tous les produits croisés vont être nuls. Donc il ne me reste que les produits directs. Et les produits directs me permettent de reconstruire quelque chose qui va être une exponentielle de 2iπKa, de 2iπKb, MC, MB, et de 2iπKc, MC. Donc c'est comme si vous aviez 3 systèmes unidimensionnels indépendants d'un point de vue formel. Donc vous allez construire vos orbitales de bloc et vos orbitales cristallines exactement comme on a construit ces orbitales pour le cas unidimensionnel. Donc prenons le cas bidimensionnel du carré HN. Là, j'aurais dû vous faire apparaître les choses les unes après les autres pour que vous ne voyiez pas la solution et que vous la fassiez vous-même, mais bon, normalement je le fais au tableau, donc c'est plus suspense. Donc ici, vous avez vos vecteurs de translation A et B qui définissent la distance HH dans la direction A, dans la direction B. Okay, ça, c'est pas autre chose que je cherche, j'ai un papier peint dans ma chambre et je cherche le motif et les vecteurs de translation qui me permettent de reproduire tout mon papier peint par simple translation du plus petit motif qui soit. Okay, vous auriez très bien pu aussi faire une maille H4 comme motif de base et vous auriez eu des vecteurs de translation TA et TB qui auraient été 2 fois plus grands. Mais vous auriez été en sous-symétrie. Donc vous auriez fait 2 fois plus de boulot que ceux qui ont trouvé le motif le plus petit. Mais trouver le motif le plus petit, faites attention, c'est souvent très très dangereux parce que quand on n'est pas sûr d'avoir le motif le plus petit, il vaut mieux en prendre un plus grand et en être sûr et faire un peu plus de travail derrière plutôt que de travailler avec un motif plus petit, puisqu'à ce moment-là, comme je vous le disais au départ, vous passez en sursymétrie et vous avez un petit problème de votre structure de bande qui ne voudra rien dire. Quand je passe au réseau réciproque, pas de difficulté particulière, j'ai construit, donc j'ai mon A et mon B qui sont comme ça,
je cherche le vecteur A étoile. Mon vecteur A étoile va être collinéaire à A. J'ai un peu de mal avec ce truc. Mon vecteur il va être collinéaire à A et perpendiculaire à B. D'accord? Donc j'ai le choix de le mettre ici ou là. Si je le mets là, par exemple, est-ce que ça pose un problème? Pour le moment, ça n'a pas l'air de poser problème. Si je veux chercher le vecteur B étoile, il doit être perpendiculaire à A, donc, et collinéaire à B. Enfin, collinéaire. Pas collinéaire, mais scalaire positif. Alors là, si je le mets ici, je vois que la projection de B sur B étoile n'est pas... Elle est positive, mais la projection de A sur A étoile n'est pas positive. Donc, à ce moment-là, le B, je le mets là, et on a les mêmes projections systématiquement de A étoile, BB étoile, mais j'aurais aussi pu mettre le A étoile ici et le B étoile ici. Et évidemment, la longueur du vecteur ici n'est pas la même, mais si j'ai pris un vecteur normé égal à 1 pour A, je vais avoir un 1 aussi pour A étoile, donc ici c'est la distance H2, donc forcément si la distance H2 est de 1,2, ben, votre A étoile et votre B étoile, ils seront inférieurs à 1 en norme. Ok ? Donc ça c'est facile parce qu'il y a un angle de 90 degrés. Quand on fait l'exercice pour le graphite par exemple, il y a un angle de 120 degrés ou de 60 selon comment vous le définissez entre le vecteur A et le vecteur B, parce que vous êtes dans un réseau hexagonal, les choses sont légèrement plus complexes. Donc pour voir ça clairement, je voulais vous faire un transparent, je vais le faire à la main, ce qui veut dire que ça ne va pas forcément être très bien représenté. Essayez de votre côté de me trouver A étoile et B étoile pour un réseau hexagonal, sachant que je vous donne la maille. Dans le graphite, les deux carbones de référence de la maille de référence sont ici. Donc cherchez-moi A et B et construisez-moi A étoile, B étoile. C'est juste pour vous montrer que finalement dans le solide, la seule difficulté, quand on n'a pas les mailles cristallines, c'est bien de trouver le motif et les vecteurs de translation A et B. C'est en général l'exercice qui prend le plus de temps. Et je vois que ça vous prend du temps aussi, donc c'est difficile, il faut voir dans l'espace. En fait, il faut toujours prendre son vecteur de maille et puis, enfin, ces deux atomes par maille là, et vous commencez une translation. Ou est-ce que vous allez les bouger au plus près? Si vous les bougez au plus près, ces deux-là, par exemple, vous allez les mettre où? Vous allez les mettre là, par exemple. D'accord? Vous avez un vecteur de translation qui est ici. Et puis, vous pouvez bouger les deux autres, où ça? Enfin, selon B. Imaginons que ce soit la direction A. Vous avez répété, finalement, ici, tous vos atomes. D'accord? Là, la question maintenant, c'est tous ces atomes-là, vous avez reproduit une partie de votre motif, mais maintenant, l'autre partie, il vous manque tous ceux qui sont là. Vous avez reproduit une chaîne ici. Donc, il vous manque la deuxième chaîne. Et la deuxième chaîne, si vous la faites partir comme ça, vous voyez bien que wow. Vous voyez bien que ici, vous allez faire quelque chose comme ça. Donc ça ne va pas. Donc il faut la faire plus proche. Donc plus proche, c'est soit là, soit là. Puisque là, entre cet atome-là et cet atome-là, vous en avez deux. Alors qu'ici, entre cet atome-là et cet atome-là, vous n'en avez qu'un. Donc du coup, si vous la représentez comme ça, cette fois-ci, vous allez représenter la chaîne que vous retranslatez ensuite de B, ici. Je vous l'accorde, mon dessin n'est pas très clair. Ok? Donc finalement, votre vecteur A, il est là, votre vecteur B, par exemple, il est là. Donc si je replace mon A et mon B comme ça, avec un angle
de 120 degrés, et que je construis mes vecteurs du réseau réciproque, être perpendiculaire à B, c'est être par là, et être perpendiculaire à A, c'est être par là. Et finalement, vous allez montrer très facilement que A étoile et B étoile seront reliés par un angle de 60 degrés, c'est-à-dire le complémentaire de l'angle entre A et B dans le réseau direct. Donc ça, vous pourrez vous entraîner chez vous, calmement, pour faire ça. Le réseau hexagonal étant un des systèmes les plus compliqués. Et évidemment, quand on passe en 3D, et que là, les plans de graphène sont absolument pas alignés les uns aux autres selon la direction, les uns par rapport aux autres selon la direction C, mais qu'ils se shiftent, vous avez aussi des difficultés ensuite dans la troisième direction. Et les zones de Brillouin tridimensionnelles, juste pour vous en donner une petite idée, ne sont pas particulièrement simples selon les systèmes que vous regardez. Donc ici, je vous ai représenté des zones de Brillouin, de systèmes, de symétrie, des 14 réseaux de Bravais. Et vous voyez que très rapidement, on peut avoir des choses très simples, mais on peut aussi avoir des zones de Brillouin qui deviennent extrêmement compliquées à représenter en 3 dimensions. Ok ? Donc, voilà pourquoi je vous disais, et je continue de le dire, dans un système tridimensionnel, le plus difficile au niveau du solide, c'est que si les expérimentateurs, par exemple, ne vous ont jamais donné la structure cristalline du matériau, c'est-à-dire le motif, la maille du cristal et les vecteurs de translation, ainsi que les angles alpha, bêta, gamma qui relient ces vecteurs de translation, c'est très difficile souvent de trouver le motif et les vecteurs de translation par vous-même sur un simple dessin. Donc voilà, c'est la partie la plus difficile en solide, généralement, c'est de définir la maille et de trouver le réseau réciproque qui est parfaitement adapté à la symétrie de votre solide. Alors quand vous faites du calcul, bien sûr, quand vous faites de l'expérimental, vous pouvez travailler sur des matériaux dont vous ne connaissez même pas la structure, vous connaissez au moins la composition, mais même quelquefois, ça, c'est même pas connu. Donc finalement, vous n'avez pas forcément besoin de connaître tout ça. Mais quand vous faites du calcul, vous êtes bien obligé de rentrer vos atomes dans l'espace pour faire le calcul. Donc vous êtes obligé de connaître les vecteurs de translation ABC et les angles alpha, bêta, gamma. Donc si je reviens maintenant à la chaîne HL, puisque ma zone de Brillouin, elle est définie par les vecteurs KA et KB qui vont de moins pi sur A à pi sur A et de moins pi sur B à pi sur B, je vais dessiner ma zone de Brillouin. J'ai mon point gamma qui correspond à la projection K égale 0, KB égale 0. J'ai un point ici qui va être le point X qui correspond à K égale 1,5 et KB égale 0. Évidemment, tous ces points sur la ligne correspondent à des vecteurs KA et KB qui sont différents de 0 et 1,5 et qui du coup ne permettent pas de dessiner des orbitales. C'est pour ça que je ne les ai pas représentés, mais ils existent, ainsi que tous ceux qui sont à l'intérieur de ce carré. Le point M, donc on leur donne des petits noms au vecteur K, on leur donne des petits noms pour les repérer, mais tout le monde donne des noms différents. La nomenclature elle doit exister quelque part, mais personne ne la suit. Donc en général, moi j'appelle X, Y, Z ceux qui sont en 1,5 selon A étoile, B étoile, C étoile. Et puis je donne des petits noms différents pour les points particuliers. Évidemment, ces noms-là, vous n'êtes pas obligé de les retenir. Ce qui est important, c'est que vous connaissiez les projections du vecteur K sur les vecteurs A étoile et B étoile. Donc M est à 1,5, 1,5 et Y c'est 0,5. Donc la zone de Brillouin, c'est tout ça, le grand carré. Par symétrie, comme on a vu que moins pi sur A 0, c'est pareil à 0 pi sur A, idem pour le vecteur A et B étoile. Donc, du coup, on va considérer que la première zone de Brillouin, c'est ici, entre gamma, X, M et Y. Mais je peux aussi, si A est égal à B, utiliser maintenant non plus la symétrie de translation, mais la symétrie ponctuelle de mon cristal, pour dire que, voilà, Y égale X,
ça correspond à une opération de symétrie de mon système, et donc je peux effectivement réduire la zone de Brillouin, et la première zone de Brillouin, en ce qu'on appelle la partie irréductible de la première zone de Brillouin. Et cette partie irréductible ici, que j'ai représentée là, elle définit du coup le plus petit volume, ou ici la plus petite surface possible de la zone de Brillouin, qui contient toute la physique de mon système. Donc logiquement, quand je construis ma structure de bande, j'ai besoin de la construire simplement dans cet espace-là, pour être sûr d'avoir toute la physique du système. Donc je vais devoir construire mes orbitales de bloc. Si je me place en gamma, vous voyez que mon motif, enfin l'hydrogène qui est dans le motif M0, se répète en phase selon A, en phase selon B. Vous voyez bien que vous avez une orbitale totalement liante. Quelle est l'énergie de cette orbitale? En nickel, en considérant les premiers voisins de l'hydrogène. Alpha plus 4 bêta. Est-ce que tout le monde est d'accord? Chaque hydrogène a une énergie alpha et interagit avec 2 atomes d'hydrogène selon B, 2 atomes d'hydrogène selon A. Vous voyez que vous y arrivez sans problème. Au point X, j'ai répété mon orbital 1s en opposition de phase selon la direction A étoile, enfin selon la direction A, pardon, et en phase selon la direction B. Pourquoi? Parce que ici, mon KB, il est égal à 0. Donc on a l'exponentielle de IK 2i pi KB MB. Quand KB est égal à 0, c'est 1 puissance MB. Donc j'ai répété en phase. Très facile. Vous voyez ici que vous avez des interactions liantes et antiliantes. Quelle est l'énergie de cette orbitale? Alpha. Alpha, puisqu'on a 2 interactions que je vais appeler, donc j'ai plus 2 bêta B et moins 2 bêta A. Comme bêta B est égal à bêta A, l'énergie est alpha. Pour Y, c'est pareil, sauf que cette fois-ci, c'est en phase selon A, en opposition de phase selon B. Et en M, je suis en opposition de phase selon A et selon B. Et mon énergie est... Je vous écoute. Alpha moins 4 bêta. Tout le monde est d'accord? C'est donc très simple de construire la structure de bande. Vous avez le point gamma. Alors ici, vous choisissez de représenter les directions qui vous intéressent. Donc je vous rappelle que les seules directions qui nous intéressent pour représenter toute la physique, c'était ces trois-là. Mais je vous ai représenté aussi d'autres directions pour vous montrer la puissance de cette petite théorie très simple. Donc ici, les directions, donc gamma x, xm et m gamma, donc j'ai gamma y, ym et m gamma, hein, c'est la même chose mais en passant par y. Vous voyez qu'entre gamma x et gamma y, j'ai exactement la même topologie pour cette bande. Exactement la même, puisque évidemment, vecteur A et vecteur B étant équivalents, les interactions HH selon A ou selon B sont les mêmes. Donc vous avez exactement la même bande. Par contre, je vois aussi que cette forme de bande, c'est exactement la même ici, quand je passe de gamma à M. C'est simplement que je l'ai shifté en énergie. Pourquoi? Parce que ici, quand vous arrivez... Qu'est-ce que j'ai fait? Quand vous regardez gamma x ici, c'est rigoureusement équivalent à ym ici. Quand vous regardez gamma y, c'est rigoureusement équivalent à xm. C'est-à-dire que la physique des électrons dans ces directions-là sont rigoureusement équivalentes. Puisque la zone de Brillouin, ce n'est pas l'espace direct, c'est l'espace réciproque, et c'est l'espace des impulsions. Et donc ça veut dire que le comportement des électrons de gamma à y, si vous regardez les vecteurs d'onde Ka et Kb, vous voyez que les électrons ici passent sur Kb de 0 à 1,5. Donc vous êtes en train de représenter
la trajectoire des électrons dans la direction B étoile du réseau réciproque. Ok, qui correspond de fait ici, dans le réseau direct, physiquement, à la direction B aussi. Par contre, quand vous vous baladez sur cette ligne-là, vous êtes en train de regarder le comportement des électrons selon A étoile. Parce que c'est K qui change ici, dans cette direction, entre Y et M. KB reste le même. Donc vous êtes en train de donner une quantité de mouvement à vos électrons selon A étoile. Et vous regardez comment ils se comportent. Ok ? Donc cette direction est équivalente à celle-ci, comme celle-ci est équivalente à celle-là. Mais celle-ci, gamma M, n'est pas équivalente aux 4 autres qu'on vient d'aborder. Celle-là, c'est A étoile plus B étoile. Donc comment se comportent vos électrons selon A étoile plus B étoile? Vous voyez qu'ici, la largeur de la bande est beaucoup plus importante dans cette direction que dans celle-là. Est-ce que ça veut dire que les électrons vont plus vite? Non, parce qu'en fait, votre bande... En fait, votre bande, c'est ça. Et la largeur de la bande, elle est donnée uniquement par la largeur entre l'état de plus haute énergie et l'état de plus basse en énergie. Donc vous n'avez pas le droit de discuter de largeur de bande dans certaines sections de la zone de brillement par rapport à la mobilité globale des électrons. Par contre, vous avez le droit de dire, et on le verra dans d'autres cas, plus précisément, que les électrons selon A et selon B se comportent de la même façon et ont la même mobilité, ce qui se voit très bien par rapport à l'isotropie ici entre gamma X et gamma Y de la bande. Vous allez comprendre un peu plus loin pourquoi je vous parle de ça, parce qu'on va passer à l'anisotropie. Donc ici, votre système, il est parfaitement isotrope. Il a un niveau de Fermi qui est ici, donc vous avez une bande qui est partiellement remplie, 1 sur n remplie. Si je parle de la bande, je mets un E. C'est un métal. Est-il unidimensionnel? Il est 2D, mais il est 2D cristallographiquement parlant. Est-ce qu'électroniquement parlant, il est 2D aussi? En gros, est-ce que les électrons se comportent de la même façon selon A et selon B? Oui, vous avez quelque chose de parfaitement bidimensionnel ici. Donc c'est un métal bidimensionnel. Est-ce que ce métal restera métallique jusqu'à très basse température ou est-ce qu'il est instable vis-à-vis d'une distorsion de Pyers? Qu'est-ce qu'on a dit pour les distorsions de Pyers? Elles s'appliquent uniquement au système unidimensionnel. Donc un métal parfaitement bidimensionnel comme celui-là, qui est parfaitement bidimensionnel à la fois structuralement mais électroniquement, va rester métallique jusqu'à très basse température, à moins qu'il soit bourré de défauts et qu'à basse température, on ait des localisations de Anderson. Donc en général, quand à basse température, un métal devient un semi-conducteur ou isolant, c'est principalement à cause de ces effets de localisation, mais pas par des transitions de Pyers du premier ordre, qui, elles, sont essentiellement valables pour des métaux unidimensionnels. Donc pour vous le prouver, on va passer à un cas légèrement plus compliqué, qui est le cas non plus HN, mais A étant un atome que j'ai défini arbitrairement comme étant un atome qui possède des orbitales de Px et des orbitales de Py. Il n'a pas de S, il n'a pas de 2pz. Donc il n'existe pas, on est d'accord, mais simplement c'est pour vous montrer en quoi l'anisotropie, que vous ne voyez pas sur une représentation de bande rectangulaire à la physicienne, peut ici, avec le théorème de Bloch et la représentation des bandes qu'on fait, apparaître très clairement. Donc j'ai toujours la même chose. D'un point de vue cristallographique, c'est exactement la même chose que HN. Donc je vais construire exactement la même zone de Brillouin à partir des vecteurs de translation TA et TB. J'ai donc deux orbitales de Bloch à construire pour ces différents points K de la zone de Brillouin, puisque mes fonctions de base, enfin ma base d'orbitale atomique, est construite sur les 2px, 2py des n motifs de la maille. Je construis mes orbitales de Bloch.
je repère ici dans un petit tableau, selon la direction. Alors, ici, il faudrait comprendre A et B, hein, puisque les orbitales, elles se dessinent dans l'espace réel. Donc, selon A et selon B, je vais noter les interactions qui sont antiliantes ou liantes. D'accord? Donc, si je me place ici pour l'orbital de Px au point gamma, je répète mon orbital de Px. Donc, ici, arbitrairement, j'ai choisi de mettre A ici et B perpendiculaires. Je répète en phase, donc gamma, K égale 0, KB égale 0. Donc je répète en phase mon orbital de Px selon la direction A et en phase selon la direction B. Vous voyez que vous avez un recouvrement de type sigma dans la direction A et un recouvrement de type pi dans la direction B. Vous savez que le recouvrement de type pi est inférieur au recouvrement de type sigma, et que donc les largeurs de bande pour une bande pi va être inférieure à la largeur de bande sigma. En répétant en phase selon A, je tombe sur des interactions antiliantes. Donc attention, au point gamma, contrairement aux orbitales S qui, quand on les répète en phase, donnent un recouvrement liant, quand on passe à des orbitales qui ont une symétrie de révolution autour d'un axe, comme les orbitales P, on va se retrouver avec gamma qui n'est pas toujours associée à l'orbitale la plus basse. Parce qu'elle peut donner en gamma, cette orbitale, des recouvrements antiliants, comme c'est le cas ici. Et vous voyez que si je fais pareil pour la 2PY, la 2PY, elle se répète en phase selon les deux directions, et cette fois-ci, on va avoir des recouvrements pi selon la direction A et sigma selon la direction B. Si je regarde un petit peu toutes ces orbitales, je vais avoir une énergie qui va être un petit peu différente parce que cette fois-ci, on va être obligé de distinguer les bêta sigma et les bêta alpha, pi, pardon. Et donc, donnez-moi l'énergie de cette orbitale-là, par exemple. Est-ce que tout le monde est d'accord? Deux interactions sigma à caractère liant, deux interactions pi à caractère liant. Si je passe à celle-ci, je vais avoir ici deux interactions selon B, pi antiliantes et deux liantes sigma. D'accord? Ça me permet donc de dessiner cette structure de bande. Donc toujours la même chose que pour HN, hein, j'ai uniquement repéré en énergie mes différents points, mes différentes orbitales de bloc dans les différents points particuliers de la zone de Brillouin, et j'ai tracé mes bandes. Et ce que vous voyez, c'est que par exemple, selon la direction gamma Y, alors la 2px se comporte selon gamma Y comme la 2py se comporte selon gamma x, c'est-à-dire bande plate. Pourquoi bande plate? Parce que ici j'ai considéré que bêta pi est tellement inférieur à bêta sigma que j'ai considéré qu'il était égal à 0. Et que je n'ai donc pas de dispersion de bandes dans cette direction. C'est comme ça qu'on appelle l'évolution des bandes dans la direction des zones de Brillouin, la dispersion des bandes. On dit qu'on a des bandes plus ou moins dispersives, on dit qu'on a des bandes étroites, voire plates, et des bandes dispersées en énergie, dans le cas où les interactions sont conséquentes. Et donc là, vous avez typiquement un système qui est quasiment le même que Hn carré qu'on vient de voir, à la différence que cette fois-ci, selon la direction gamma x, seuls les électrons dans la bande 2px se dispersent, enfin se délocalisent sur toute la chaîne, sur tout le cristal 2D, alors qu'ici, ce sont uniquement les électrons 2py qui se délocalisent.
Donc évidemment, par symétrie, les 2px, 2py sous-tendent une représentation irréductible de dimension 2, et donc ils ont la même symétrie, et ces deux bandes peuvent éventuellement se mélanger, mais néanmoins, ici, dans cette symétrie-là imposée, on a vraiment une anisotropie claire qui est notée sur cette structure de bande, avec systématiquement dans chaque direction une bande plate et une bande dispersée. Ce qui veut dire que, comme pour deux autoroutes qui se croisent sans échangeur, les voitures qui sont sur une autoroute filent dans une direction, les voitures sur l'autre autoroute dans une autre direction, et s'il n'y a pas d'échangeur, les voitures ne peuvent pas changer de direction. Vous avez donc un système qui est parfaitement métallique, exactement comme le précédent. Bande partiellement remplie, métal, mais cette fois-ci, ce métal, il est constitué de deux systèmes électroniques indés qui ne se voient pas. Et ça veut dire ça que finalement, votre métal, là, il va pouvoir avoir des distorsions de Payers à basse température, parce que chaque système indé indépendant dans votre cristal 2D va pouvoir se comporter comme un métal indé et avoir une distorsion de Payers. La distorsion de Payers, elle va donner lieu à une dimérisation selon A, dans le cas d'un demi-remplissage, et une dimérisation selon B. Donc cette dimérisation selon A et selon B va correspondre à une tétramérisation de votre système total. Et au niveau diffraction de rayons X, vous le voyez très bien, puisque vous avez un cristal à basse température qui a maintenant une périodicité 2A et 2B. Quand vous faites de la diffusion diffuse de rayons X sur des systèmes comme ceux-là, pas celui-là qui n'existe pas, mais sur des systèmes qui se comportent de la même façon, en diffusion diffuse de rayons X, vous voyez apparaître, en baissant la température, des petits spots. Alors, est-ce que vous avez déjà fait des clichés de diffraction en rayons X? Vous avez déjà observé des clichés, comment on appelle ça, de Ball-Scherer, ou je ne sais plus quoi. Alors, vous avez, quand vous faites une diffraction de rayons X, vous avez votre cristal, vous envoyez votre faisceau incident, et vous récupérez en sortie les faisceaux réfléchis qui sont diffractés, qui sont des faisceaux qui vont être diffractés avec un angle par rapport au faisceau incident, qui est donné par la loi de Bragg. N lambda égale 2D sinus θ. Donc l'angle θ va vous donner finalement, il est relié directement à la longueur d'onde, donc au vecteur K de la zone de Brillouin, va vous donner les distances interréticulaires de votre cristal. C'est comme ça qu'à partir d'une diffraction de rayons X et du cliché photo que vous récupérez en sortie, vous voyez où sont les atomes dans le cristal uniquement en repérant les distances interréticulaires entre les différents plans de symétrie. Ouais. Et donc, quand vous baissez la température, entre ces lignes de votre cliché de diffraction, ou entre ces points, ces spots qui représentent un peu la symétrie locale, la symétrie du réseau, vous allez avoir des lignes diffuses qui vont apparaître. Et qu'est-ce qu'elles représentent, ces lignes diffuses? Quand vous baissez la température, vos vibrations font que les électrons comprennent exactement comme dans un Yen-Teller. L'électron est très intelligent dans mon discours, attention. L'électron comprend avec ses vibrations que finalement il peut exister un endroit où il serait un petit peu mieux s'il suivait l'atome qui est en train de bouger. Il serait dans une situation électroniquement plus stable. Et donc en fait, quand vous baissez la température, avant que la distorsion de Payers, qui je vous le rappelle est premier ordre, fasse que d'un seul coup vous passez à une structure qui est dimérisée ou tétramérisée, eh bien, il y a quand même une petite partie des électrons qui suivent les atomes par leur vibration et qui se trouvent dans des positions plus stables. Et ça, vous le voyez en diffraction de rayons X. Donc même une distorsion de Payers, qui est pourtant parfaitement premier ordre, donc qui apparaît clac-clac d'un coup, vous avez une observation en diffusion diffuse de rayons X de ces prémices de la distorsion. Okay. Et donc ici, typiquement, dans un système comme celui-là, s'il existait, on verrait clairement apparaître ces lignes diffuses entre les plans de diffraction, qui sont des plans interréticulaires qui correspondent à la périodicité de votre réseau initial. Et comme la périodicité de votre réseau après distorsion, elle correspond à une zone de Brillouin qui est plus petite, donc forcément, entre les plans initiaux, un nouveau plan apparaît, puisque la zone de Brillouin va être 2 fois plus petite. Et c'est comme ça que vous voyez les distorsions de Payers arriver en diffraction ou en diffusion diffuse de rayons X. Donc là, je vous ai représenté finalement un système
plus réel sans qu'il soit tout à fait réel non plus, puisque là, c'est le calcul, par la méthode du L étendu, du composé carré C infini n. Enfin, Cn. J'ai remplacé A par le carbone, donc maintenant on a bien les orbitales 2s, 2px, 2py et 2pz. Non, pardon, excusez-moi, c'est le transparent d'après. Là, j'ai calculé, ça, oubliez tout ce que je viens de vous dire, c'est le transparent d'après. Donc là, je l'ai calculé, le A, avec juste les 2py, les 2px et les 2py. Et si vous vous souvenez du transparent précédent, vous voyez bien que ici, j'ai clairement la même chose que le transparent précédent, à la différence près que ici, je n'ai plus des bandes parfaitement plates comme ce que j'avais ici. Et puis ici, je n'ai pas non plus une bande parfaitement plate comme ce que j'ai ici. C'est simplement parce que dans le calcul, les intégrales de recouvrement pi ne sont pas nulles, et que donc j'ai une petite dispersion de la bande dans cette direction, qui se répercute sur tout le diagramme de bande, évidemment. Maintenant, je passe au vrai système Cn, et là, vous voyez que lorsque je considère maintenant les orbitales 2s et puis 2px, 2py, 2pz, donc toutes les 2p, x, y, z, j'ai un diagramme de bande avec 4 bandes au lieu de 2. La bande associée aux 2s est ici, elle est évidemment plus profonde, et les bandes de p sont ici. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si vous suivez ici la forme de cette bande 2s, vous retrouvez exactement la même chose que cette bande ici. Donc ça ne se voit pas là quand je vous le dessine, mais si je fais un zoom de ça, ma 2pz ici, elle a exactement la même forme j'ai un petit peu de mal que celle-ci. La seule différence, c'est qu'en largeur de bande, elle est toute petite, alors qu'ici, la largeur de bande était importante. Pourquoi? Parce que la largeur de bande, je vous ai dit qu'elles étaient proportionnelles à 4 bêta. Ici, c'est 4 bêta sigma. Alors qu'ici, la largeur de bande, elle est proportionnelle à 4 bêta pi. OK? Et pourquoi c'est la même chose? Parce que si vous représentez l'orbitale S dans votre carré, représenter une orbitale 2pz, c'est simplement rajouter un autre log derrière. OK? Donc vous avez exactement la même structure de bande pour la 2s et la 2pz, simplement parce que dans un plan 2D défini par les vecteurs A et B, l'orbitale pz, elle se comporte exactement comme l'orbitale 2s, mais simplement, elle fait des recouvrements de nature pi exclusivement, alors que la S fait des recouvrements de nature sigma. Donc c'est super facile. Vous êtes d'accord? Vous êtes obligé d'admettre que c'est assez facile le solide là, à cet instant même. Et donc voilà, ici j'ai ma 2px, 2py comme on l'avait trouvé pour le cas A puissant, enfin A infini n, avec les 2px, 2py, vous avez rajouté la 2pz qui n'est pas autre chose que la S. Donc j'ai Hn ici, j'ai le cas AN ici, et là j'ai le cas 2p du carbone, et je rajoute une comme ça en dessous, et j'ai le système quasi réel, parce que c'est infini, ce réseau 2D de carbone, je ne crois pas que ça existe. J'en suis même sûre. Ok. Il est quasiment l'heure, donc je ne vais pas commencer l'analyse des densités d'état et des populations de recouvrement maintenant. Mais en tout cas, voilà, ce cours-là, il vous montre comment faire une structure de bande à la main. Dans la deuxième partie du cours, on va essentiellement parler du type d'analyse qu'on peut faire au niveau des cristaux, c'est-à-dire que vous venez
de la théorie des groupes en moléculaire, vous avez, une fois que vous avez construit un diagramme d'orbital moléculaire, vous l'avez construit pour savoir comment votre molécule va réagir, par exemple, avec son environnement. Donc quel type d'interaction elle va avoir, ou quel type de réaction, de réactivité chimique elle va avoir, en fonction d'un stimulus quelconque qu'on lui applique. Donc typiquement, vous avez regardé sûrement comment se comporte une molécule qui va être oxydée ou réduite, ou une molécule qui va être soumise à un rayonnement lumineux, ce qui va provoquer des excitations, etc., etc. Et en général, quand vous discutez de ça au niveau moléculaire, ce que vous regardez, c'est « Ah bah tiens, j'enlève des électrons liants ou je rajoute des électrons antiliants, je vais donc affaiblir ou renforcer les liaisons. » Vous êtes capable aussi de regarder ce qui va être... ce que votre molécule va être susceptible de faire en termes de transition, Peyer's, quand vous avez une Diane Teller par exemple, quand vous avez une dégénérescence orbitalaire, et puis vous allez aussi calculer des indices de liaison, et vous allez regarder aussi des populations de recouvrement. Tout ce vocabulaire-là que vous avez au niveau moléculaire, on peut directement le translater en solide et étudier la structure électronique des solides exactement comme vous l'étudiez d'un point de vue moléculaire. Donc si vous regardez des articles dans la littérature de recherche sur des matériaux, il y a effectivement très peu de groupes de recherche qui travaillent vraiment sur la vision orbitalaire de la structure électronique des solides et qui donc font beaucoup de calculs de structure de bande et de densité d'état, mais pour en sortir finalement des propriétés très globales qui ne permettent pas de proposer ensuite une fonctionnalisation des matériaux pour augmenter ou améliorer les propriétés. Donc nous, et l'objet de ce cours, c'est de vous montrer que si vous appliquez ce que vous connaissez en moléculaire au solide, en faisant attention évidemment de passer évidemment de la théorie des orbitales moléculaires et de la théorie des groupes dans les groupes ponctuels de symétrie à des groupes de symétrie légèrement plus complexes mais qui n'apportent rien en termes de difficulté par rapport au moléculaire, ben vous comprenez les structures de bande, vous savez lire une structure de bande, vous savez repérer les bandes qui sont importantes pour modifier une propriété donnée de votre matériau. Et donc je vais essayer de vous parler un peu de ça vendredi, après avoir regardé en détail comment est-ce qu'on calcule ces propriétés dites de population de recouvrement, c'est les fonctions de Fukui, les fonctions de Wannier, tout un tas d'outils analytiques qui vont être des outils topologiques de la densité, donc qui vont nous permettre d'analyser la densité électronique d'un cristal, ou d'analyser la structure de bande très précisément, ou de regarder l'effet d'un substituant par un autre sur la structure de bande globale pour comprendre pourquoi les propriétés évoluent comme elles évoluent. Tout ce que je vous demande de retenir du premier cours, c'est effectivement que la théorie des groupes dans le solide, avec des groupes infinis et des tables de caractères complexes, avec des caractères exponentiels et autres, c'est pas compliqué. C'est quelque chose qui n'apporte pas de complexité par rapport à la molécule. Ensuite, en termes de propriétés, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, les propriétés électroniques, et notamment de transport, sont très facilement interprétables et prévisibles grâce à la construction du diagramme de bande, ou de la structure de bande. Les deux veulent dire la même chose. Et que ça, évidemment, tant que votre système il est métallique ou il a des propriétés électroniques de délocalisation, vous pouvez utiliser des Hamiltoniens effectifs aussi simples que Huckel pour avoir des réponses, même sur des matériaux très compliqués, même sur des matériaux qui possèdent des métaux de transition pour lesquels on dit qu'en général, il faut des méthodes très sophistiquées de la chimie quantique pour avoir leur comportement. Bon, bah, dans un solide périodique qui est métallique, vous avez des électrons qui se délocalisent, donc vous savez que les intégrales de saut d'une maille à une autre sont les grandeurs qui gouvernent la physique des systèmes, et donc ça veut dire que traiter ces systèmes-là avec des méthodes corrélées de la mécanique quantique qui vous permettent, comme Hartree-Fock, comme la DFT, qui vous permettent de prendre en compte de manière assez précise les répulsions électron-électron, bon, ben c'est quelque chose qui va vous modifier un petit peu les structures de bande, mais pas suffisamment pour vous changer la physique. D'accord ? Donc, ce qui est important quand on fait de la structure électronique des solides, c'est d'avoir une structure de bande qui soit correcte, qui reproduise proprement ou correctement les propriétés d'un solide, mais ce n'est pas utile. Quand on dit reproduire correctement les propriétés, ça ne veut pas forcément dire aller vers des méthodes extrêmement sophistiquées. Donc tout ce qu'on a fait là, quand vous n'avez pas accès au calcul,
et que vous travaillez sur des matériaux qui sont relativement covalents, qui n'ont pas de problème de magnétisme ou de propriétés de magnétisme ou des propriétés de localisation très fortes, vous pouvez très bien, sans aucun calcul, utiliser la méthode Huckel, construire votre diagramme de bande et dire à l'expérimentateur comment le matériau va se comporter et comment vous pouvez modifier ses propriétés, soit en mettant de la pression, soit en mettant de la température, soit en substituant un atome par un autre. Donc c'est tout ce que vous avez vu au niveau moléculaire, et encore plus, vous pouvez le faire avec le solide. Ok ? Eh bien, merci.